Hello, bienvenue sur l'Introspectrice. Je suis Soukali, votre délicieuse hôte pour les minutes à venir. Ici, je me pose des questions sur le monde, ses dérives, ses mystères, sa beauté aussi, et il m'arrive souvent de faire une introspection, d'où le nom de ce podcast. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui car c'est le tout premier épisode, donc je me dis bravo. Alors, pourquoi j'ai créé ce podcast ? J'ai créé ce podcast tout d'abord pour améliorer ma diction, mon éloquence. Mes proches me reprochent souvent de ne pas assez articuler et de parler très bas. J'ai pas une voix qui porte très loin et j'ai l'impression d'être agressive quand je parle très fort, donc c'est compliqué. Et j'ai pensé que prononcer un long discours une semaine sur deux ne pouvait être que bénéfique. L'autre raison, c'est simplement que j'avais envie de m'exprimer. On vit à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde ouvre sa bouche pour parler, parfois de choses qui les dépassent, donc pourquoi pas moi ? En plus, ça date pas d'hier cette envie, bien que je suis une personne très secrète et solitaire dans la vie de tous les jours, j'ai toujours aimé cette forme de journalisme. Quand j'étais ado, j'ai dû créer des blogs sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Je crois que j'en avais un sur Eclablog, sur Google Blog, sur WordPress et même YouTube. Pendant le confinement, j'avais créé une chaîne YouTube. Et donc, j'étais cette gamine chiante qui arrêtait les gens en pleine rue pour faire un micro-trottoir équipé de tout sauf d'un micro, évidemment. Je n'avais que mon sourire et mes petites fiches de questions. J'étais la version 6.0 de Julien Lepers. Mais curieusement, ou pas d'ailleurs, je n'ai jamais envisagé de devenir une véritable journaliste, de peur de disparaître dans de mystérieuses circonstances, parce que tous les pays ne sont pas safe pour les journalistes. Et justement, ce podcast, c'est la safe place où je pourrais m'exprimer librement. Le sujet d'aujourd'hui porte justement sur l'expression. Je vais vous parler de mon rapport à l'écriture, qui est l'une de mes passions, si ce n'est la seule, et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai encore rien publié alors que ça fait une dizaine d'années que j'écris. Je vais un peu parler de mon rapport à l'IA aussi, des difficultés que j'ai rencontrées, je vais parler de mes solutions et mes projets actuels. Donc pour suivre mon activité, tout se passe sur Instagram, c'est Soukalibook. Mais avant de commencer, j'aimerais dire merci, parce qu'on vit dans une société de consommation, on consomme, et on se pose rarement pour dire merci. Donc, merci à ma sœur qui a indirectement déclenché cet amour pour l'écriture, en rapportant à la maison un livre que j'avais tellement aimé, mais vraiment tellement aimé que je l'ai lu 5 fois, et que j'ai revisité en fanfiction, et ça a été pour moi le début de l'écriture. Donc, merci Yaya. Passons au vif du sujet. C'est quoi écrire pour moi? Comment je le définis? Pour moi, écrire, c'est imaginer une histoire et la graver sur papier ou sur écran. Voilà, je suis pas allée chercher très loin. En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est le mot imaginer. On invente des univers qui n'existent nulle part ailleurs que dans le livre. C'est-à-dire qu'une fois le livre fermé, tout disparaît. Et je trouve ça merveilleux. Ça me fait penser à l'enfance, quand on jouait par exemple à Papa et Maman, et une fois le jeu terminé, on redevenait de simples enfants dans un monde d'adultes. Et certains enfants ont aussi des amis imaginaires, et moi je fais le parallèle avec mes personnages de romans. Ce sont des gens que je visualise de la tête aux pieds, que j'entends parfois parce que je leur donne une voix. Et donc j'apprécie beaucoup ce côté un peu ludique de l'écriture. Mais pour moi l'écriture c'est aussi partager une histoire. C'est d'ailleurs à la notion de partage qui a déclenché ma représentation de moi en tant qu'écrivain. Je m'explique. Il y a eu un avant et un après. J'écris depuis que je sais écrire en fait, depuis le CE1 ou le CE2, c'est-à-dire 9 ou 10 ans je crois, je ne sais plus exactement. Parce que j'étais très bonne en rédaction, j'adorais raconter mes vacances à la maîtresse, et puisque j'étais très à l'aise avec un stylo dans la main, je tenais aussi un journal intime qui n'avait franchement, mais alors pas du tout, c'était absolument pas intime. Je m'inventais une vie. En fait, j'ai été biberonnée à Disney Channel. Je voyais des enfants de mon âge vivre des choses extraordinaires que moi aussi je voulais vivre. Donc voilà, je romançais un peu ma vie pour y mettre un peu plus de piquant, comme la fille dans Papa Longue Jambe, pour ceux qui connaissent ce dessin animé. Mais ça restait intime, parce que c'était un journal intime. Et puis un jour, ma sœur donc a ramené The Livre. C'est le livre qui m'a vraiment plongée dans l'écriture. C'est La Lande sans étoiles de Victoria Holt. J'en ai fait une fanfiction, puis j'ai commencé à inventer mes propres histoires avec la folle envie que des gens les lisent et s'y attachent comme moi avec La Lande sans étoiles, que je rappelle j'avais lu 5 fois, donc je voulais
que mes textes à moi aussi trouvent des lecteurs qui s'y attachent tellement qu'ils les lisent au moins 5 fois. Voilà, rien que ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire à qui voulait l'entendre que je suis écrivain. Donc je devais avoir 10 ans. Dès le départ, mes textes avaient déjà ma patte actuelle, mon petit univers. La Monde sans étoiles se déroule en Angleterre, mais ma fanfic à moi, elle se tenait en Afrique. Et je me souviens aussi de l'une des histoires que j'avais inventées, complètement inspirée des séries Disney Channel d'ailleurs. La méchante, elle s'appelait Maria. C'était un ange aux yeux de tous, mais au fond, c'était une grosse manipulatrice. Et la morale de l'histoire, c'était les apparences sont trompeuses. Même si à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de cette dimension. Moi, j'avais 10 ou 11 ans, j'écrivais juste pour m'amuser. À l'instar de Disney Channel, mon scénario, parce qu'à l'époque, ça ressemblait plus à une pièce de théâtre qu'à un roman, mon scénario se déroulait majoritairement dans un lycée. Mais contrairement à mon inspiration, tout se passait en Afrique. Donc j'avais cette volonté inconsciente d'écrire des histoires qui faisaient écho à mon environnement, parce que j'ai grandi en Afrique centrale pour le petit contexte. Et aujourd'hui encore, 95% des histoires que j'ai envie d'écrire se déroulent dans un univers africain, que ce soit des histoires historiques, contemporaines ou fantastiques. Et pourtant, je n'habite plus en Afrique. Cette connexion avec ce cadre de vie a demeuré dans ma plume jusqu'à ce jour. Et j'ai toujours envie que tout le monde, en fait, découvre l'univers africain où j'ai grandi, ou du moins quelque chose de similaire, d'une manière aussi naturelle que ça l'est pour nous, Européens, de lire des univers américains, vous savez. De pas aller dans une librairie pour acheter un livre africain parce qu'on a envie de cocher une case dans sa pile à lire en se disant vas-y j'ai lu un livre qui se déroule en Afrique. Juste d'aller dans une librairie, d'acheter un livre en se basant sur la description qui nous plaît et qui se trouve que l'histoire se déroule en Afrique, vous voyez, quelque chose de plus naturel. J'aimerais bien qu'on en arrive là. Cette notion de partage avec des lecteurs a mijoté au fil des années et à mes 12 ans, si je dis pas de bêtises, ma plume a pris une autre dimension, celle de la libération. J'avais besoin de me libérer, de vomir du fond de mes tripes, ce qui n'allait pas dans mon environnement. Et j'ai écrit une histoire sur l'inceste. Ce n'était pas prévu, J'écrivais, poussée par le vent, l'histoire d'une préado, Erika, qui tombait donc amoureuse d'un nouvel élève dans son collège, Angelo. J'étais fan d'Angelo la débrouille à l'époque, d'où le choix de ce prénom. Et en fait, Angelo, en réalité, c'était son demi-frère. Voilà, dinguerie. En fait, à l'époque, et encore aujourd'hui, donc je vais plutôt parler au présent, j'ai un gros problème avec les hommes qui couchent à droite à gauche et qui pensent qu'être incapable de se contenir, c'est le summum de la virilité. C'est le monde à l'envers, vous me direz. Et il se trouve que j'avais remarqué, déjà très jeune, que les hommes se vantaient d'avoir plusieurs petites amies, plusieurs femmes qu'ils appelaient premier bureau, deuxième bureau. Et vraiment, je trouvais ça écœurant. Et je m'étais dit, mais c'est dingue parce que ça se trouve, les gens peuvent croiser leurs frères et sœurs dans la rue sans savoir que ce sont leurs frères et sœurs, justement parce que c'est l'enfant du 20e bureau. Et c'était une situation que je trouvais si dégueulasse que l'approche de l'inceste a été le meilleur moyen, le plus approprié, le plus sale d'extérioriser mon aversion pour ce phénomène. Je vous rassure, Erika et Angelo ne se sont même jamais fait des bisous, je suis pas allée jusque-là. Avant que la relation ne se concrétise, ils ont appris leur lien de sang, ils ont tout arrêté et avoué un dégoût mutuel pour leur géniteur. D'ailleurs, dans mes romans, dans mes textes, vous sentirez que j'ai une relation particulière avec la figure paternelle, car je considère qu'un père, c'est une entité extrêmement importante dans la vie d'une personne. On vit dans une société où l'accent est plus mis sur le rôle d'une mère. D'ailleurs, je regarde beaucoup d'émissions de true crime, et quand on fouille dans le passé des tueurs en série, il y a toujours un problème avec leur mère. Et à chaque fois, je me dis, et le père? Mais où sont passés les pères dans l'histoire? Pourquoi on parle jamais des pères? Et je pense que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode prochainement. Donc voilà, l'écriture pour moi comporte 3 dimensions. Il y a d'abord cette simple créativité, et puis il y a cette envie de partage, ce besoin même de partage, et parfois il y a cette dimension de libération. L'histoire d'Erika et Angelo est la dernière à ce jour que j'ai écrite de A à Z. Après ça, j'ai commencé à tourner en rond, ce qui va m'amener à la deuxième partie de cet épisode, pourquoi je n'ai encore rien publié. J'ai fait ma petite introspection. Et j'en suis arrivée à considérer les principes fondamentaux qui régissent la création, la vie de manière générale. Prenons le principe du yin et du yang. Le yin, c'est la féminité, la passivité, la terre, le froid, la nuit, bref, moi je le résume
par le sommeil. Et le yang, ça serait plutôt la masculinité, l'activité, le ciel. Et pour moi, c'est en gros l'éveil. Les deux sont fondamentalement importants. Il faut dormir pour reprendre des forces et créer pendant l'éveil. Si on ne dort pas, même pour un génie de la création, ce qu'on fabrique aura de fortes chances d'être défectueux parce qu'on a négligé la force du repos. Et il se trouve qu'avant, mon processus d'écriture était majoritairement dans le yin. Le yin dans l'écriture correspond pour moi à la spontanéité. Avant d'écrire l'histoire d'Erika et Angelo, j'écrivais de manière spontanée. Je réfléchissais pas du tout à la suite des événements, même la morale de l'histoire ou l'aspect libérateur, tout ça, ça jaillissait au hasard au fil de la rédaction. Mais après Erika et Angelo, je l'avais partagé à une amie qui avait adoré. Et ce retour m'avait fait beaucoup de bien. Mais je savais que ma plume n'était pas encore au niveau d'être publiée. Parce que voilà, même si j'étais bonne en français, je faisais quand même des fautes. Je savais que mon texte manquait de volume au niveau des descriptions par exemple, parce que je lisais d'autres romans, donc je pouvais comparer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux techniques d'écriture, à la forme de mon texte. Et ça pour moi, c'est le yang. Dans le yin, j'écris sans prise de tête. Dans le yang, je réfléchis à la meilleure façon de rendre mon texte encore plus percutant. Donc j'étais à fond dans le yang après l'écriture d'Erika et Angelo. Je me demandais comment écrire de manière plus fluide, comment maîtriser les effets de style pour ajouter un peu de poésie. Je voulais vraiment m'améliorer. Et ça a eu un effet indésirable car je suis devenue très dure avec moi-même et très perfectionniste, allant jusqu'à retravailler plusieurs fois un même chapitre avant de passer à la suite, ce qui fait que du coup, en fait, je passais plus jamais à la suite. Et voilà, ça explique pourquoi j'ai rien publié avant, parce que j'ai jamais fini mes histoires. Ensuite, il y a eu l'essor de l'IA, d'un certain point de vue, a un peu empiré la situation, parce qu'à présent, un bout de code pouvait écrire plus vite et limite mieux que moi. Mais curieusement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais ma fille, tu vas pas entrer en compétition avec un algorithme, enfin ça n'a aucun sens. Lui, il fait un mix de tous les textes sur lesquels il a pu s'entraîner, alors que toi, tu es unique. Même si tu traites un thème vu et revu, par exemple l'amour, ça sera fait avec ta sensibilité, et c'est ce qui fait l'originalité d'un livre, la sensibilité. Les outils, les techniques sont là pour progresser, mais pas pour freiner. Donc, la bonne question à se poser, c'était comment m'améliorer sans chercher la perfection. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai commencé par identifier des artistes, tout domaine confondu, qui sont imparfaits ou juste atypiques, mais que j'aime beaucoup car justement leur particularité les rend uniques. Par exemple, il y a Garou, le chanteur, canadien il me semble, ou québécois, enfin, c'est pareil. Donc Garou, alors j'ai pas l'oreille musicale, donc je trouve que sa voix crache. Mais je la trouve tellement belle comme elle est. Il y a aussi Ton and I, celle qui chante They say, oh my god, I see the way you shine. Voilà, on passera sur ma voix catastrophique. Elle aussi, je trouve qu'elle a une drôle de voix. Ça me fait penser à un nightcore quand elle chante. Et c'est juste magnifique. Donc je me suis dit, écoute, dans ton panel d'artistes que tu apprécies, il y en a qui sont imparfaits d'un point de vue technique, peut-être, je sais pas, je suis pas musicienne, je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, moi, à l'oreille, ça me sonne imparfait, mais pourtant cette imperfection les rend parfaits. Et donc, l'année dernière, j'ai fait la stratégie ultime, ce que j'appelle ma stratégie de la dernière chance. Je me suis posée pour mettre les mots sur mes véritables obstacles. J'avais besoin de trouver en fait un équilibre entre le yin et le yang, de trouver le temps d'écrire, car j'étais étudiante, j'avais mon stage, tout le stress lié à la vie étudiante, et surtout, il fallait que je trouve un moyen de prioriser l'écriture. Et ça, c'est le plus dur. En ce moment, par exemple, je suis en recherche d'emploi et quand je passe du temps à écrire, il y a cette petite voix en moi, enfin il y avait parce que ça a évolué, il y avait cette petite voix en moi qui me disait « T'es consciente que ça paie pas tes factures ?» Et donc ça me faisait culpabiliser, je mettais l'écriture de côté. Mais finalement, j'ai trouvé un moyen de faire taire ce démon. En fait, tout est une question de routine et d'organisation. Donc parlons de routine, j'écris à mon réveil en général. Je me réveille naturellement entre 5 et 7 heures, vraiment naturellement parce que je déteste le stress dès le matin. Donc les réveils artificiels là, c'est pas pour moi. Donc je m'efforce à dormir assez tôt pour me réveiller très tôt.
naturellement et écrire, puis vaquer à mes autres occupations. Pour ce qui est de l'équilibre yin et yang, quand j'ai une idée, je fais le minimum de préparation, donc la trame générale doit être claire, les points forts de l'histoire aussi, et approximativement le nombre de chapitres et ce que je compte mettre dans chacun d'entre eux. Je sais que d'autres auteurs prennent le temps d'imaginer toutes les scènes qui apparaîtront dans chaque chapitre, mais chez moi ça coince. Prévoir trop de scènes à l'avance, ça me bloque au moment de la rédaction. Ce qui fonctionne chez moi, c'est d'avoir une idée très claire du chapitre. Par exemple, j'ai 3 colonnes importantes dans mon chapitrage. Il y a l'idée générale du chapitre, je peux noter que par exemple mon héroïne va s'embrouiller avec quelqu'un. Puis j'ai les impressions des lecteurs, donc c'est la colonne dans laquelle je note ce que j'aimerais que les lecteurs ressentent en lisant ce chapitre. Donc là par exemple avec l'embrouille de mon héroïne, je pourrais noter susciter de la colère envers l'héroïne. Et en fait j'ai la 3e colonne qui est donc tout ce qui est important pour moi. Donc c'est là où je vais mettre des éléments que je ne veux absolument pas oublier d'incorporer dans le chapitre. Là par exemple mon roman se déroule au Congo. Souvent dans cette case-là, je note mettre des éléments de contexte qui rappellent le pays. Ça donne un peu plus de richesse au texte. Donc après cette préparation, j'écris mon premier jet sans relecture dans la pure spontanéité, donc là je suis complètement dans le yin. Et après la correction, donc on retourne dans le yang. J'ai finalement plus ou moins trouvé comment alterner les deux. Et même pour simplifier ma préparation, donc le yang, j'ai fait un retour aux sources. Avant, quand j'écrivais mes petits romans, quand j'étais ado, j'écrivais à la main. Et je sais pas pourquoi, mais avec le temps, je suis passée en full numérique. Mais je pense que c'est aussi lié à ma vie étudiante, parce que quand j'étais étudiante, je faisais quasiment tout sur PC, que ce soit ma prise de notes, mes révisions, vraiment tout passait sur ordi. Et même au moment de faire mon brainstorming, je faisais aussi sur ordinateur. Et là, j'ai fait un retour aux sources, je me suis remise à acheter des petits carnets de notes, et je trouve que faire mon brainstorming à la main, c'est 1000 fois mieux. C'est tellement efficace, j'ai l'impression qu'il y a une double conscience. Le fait de me voir en train d'écrire, le fait de voir ma main écrire et de voir le texte écrire, ça a un gros impact au niveau de la créativité elle-même. Et donc voilà, je suis sur la bonne voie pour trouver la méthode qui me correspond le plus. Maintenant, en ce moment, j'ai quand même adopté une routine qui est pas mal. Alors, elle va continuer à évoluer, parce que je suis jeune auteur, donc je me découvre encore. Mais en tout cas, je trouve que j'ai bien avancé, je suis très fière de moi. Et je me sens assez à l'aise, enfin, de vous parler de mes projets en cours. Et donc, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. Parlons des projets actuels, j'ai 2 projets en ce moment. Il y a mon roman principal qui a pour titre « Un jour je serai belle ». J'en suis presque à la moitié et je vais commencer à vous en parler sur Instagram, mais peut-être pas maintenant je pense, parce que j'ai un second projet. J'ai un second projet qui est une nouvelle ou une novella pour les puristes que j'ai nommé Je t'aime. C'est une belle histoire sur l'amour. J'ai vraiment hâte de vous la partager. Par contre, elle verra le jour plutôt que le projet principal. Je pense que je vais plutôt vous parler de cette nouvelle-là avant de vous spoiler un petit peu le projet principal. Et parce qu'elle devrait voir le jour d'ici décembre ou janvier en vrai, parce qu'elle est plutôt rapide à écrire. Je sais que c'est risqué d'avoir 2 projets, mais j'avais vraiment besoin de me changer les idées. En fait, je travaille sur Un jour je serai belle depuis janvier 2023 quand même, à cause des problèmes soulevés précédemment. Or, mon cerveau fourmille toujours d'idées, et c'est très frustrant de tous les refouler pendant 1 an à cause d'un projet. J'avais besoin de souffler un peu, de changer un peu les idées avec un projet secondaire, moins sérieux, c'est quand même sérieux parce que c'est une thématique importante, mais moins long. Parlons un peu de ces 2 projets. Un jour je serai belle, c'est une histoire autour de l'acceptation de soi. Donc dans une société qui valorise des standards de beauté éloignés des siens, Diana, une jeune femme complexée par ses cheveux crépus, se lance dans une quête de réconciliation avec elle-même. Concernant Je t'aime, c'est plutôt une histoire sur le thème du veuvage. Donc, depuis le décès de sa bien-aimée, Danilé et ses enfants vivent dans un monde où le bonheur semble impossible. Et pourtant, quand une jeune nounou arrive pour les aider, elle fait naître espoir et trouble dans cette famille meurtrie. J'aime écrire des histoires qui réconfortent, qui donnent de l'espoir et qui conseillent gentiment. Et donc voilà, je pense que Un jour je serai belle et Je t'aime rien qu'à leur titre.
vous montre quelle est ma plume, quelle est ma sensibilité et quelle est ma patte en tant qu'auteur. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et j'aimerais finir sur une citation de Maya Angelou que je devrais sérieusement imprimer en guise de papier peint. C'est « Il n'y a pas de plus grande agonie que de porter une histoire non racontée en soi. » Je vous dis à la prochaine pour un sujet non littéraire. Bye!